je vous avais dit déjà que j'allais être assez gentil avec vous. Et donc, ce n'est qu'une répétition. Vous avez dit à la fin de vos dépositions, enfin pratiquement à la fin, que des ébriers fuyaient à Niama et d'autres, PK18 plutôt, pour se réfugier dans une église. Oui, c'est exact. L'église était située où? L'église dont il était fait mention, c'était donc dans un premier temps Saint-Matthieu à Nankwa-Kouté. Et puis après, comme je l'ai dit, on a eu des rapports qui indiquaient que beaucoup de populations s'étaient déplacées vers Saint-Ambroise à Hongrie. Qui vous a dit que c'était des ébriers? Alors, je ne me rappelle pas exactement d'où nous venaient les premières informations. Je me suis rendue une fois à Saint-Ambroise et là, je ne me rappelle plus exactement qui, mais c'était une personne qui parlait au nom soit de la paroisse, soit des personnes déplacées, qui nous en a fait mention. Vous connaissez l'identité. Vous connaissez les populations autochtones d'Anyama? S'ils sont ébriers, BT ou bien de quelque région que ce soit? Vous connaissez les populations autochtones? Personnellement, non. Vous ne les connaissez pas? Et les populations d'Anankwa-Kouté? La fois où je me suis rendue à Nankwa-Kouté, comme je l'ai dit, nous n'avons vu que 4 personnes. Et donc vous ne savez pas, dans la composition d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire, quel groupe ethnique est autochtone d'Anyama, ni d'Anankwa-Kouté? Sans leur demander, non. Dans votre position, la connaissance sociologique où et des personnes est-elle fondamentale ou bien est-elle un atout? Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas bien saisi, s'il vous plaît. Dans votre position, dans votre rôle d'enquêtrice de personnes qui vont souvent vers des populations locales, est-ce que les connaître est un atout? Oui, je pense. Vous aviez cet atout-là? Non. Alors, est-ce qu'il est exact de dire que, à cette époque, quand on se déplace en 2010, en octobre, entre octobre et mars, là, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'étiez pas suffisamment préparé? Non pas techniquement, non pas sur la base de vos connaissances techniques ni juridiques, mais du point de vue sociologique, du point de vue de la connaissance des habitations, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'étiez pas suffisamment préparé? Oui, c'est exact. Merci. Par la même occasion, est-ce que durant cette période-là, ce qu'on appelle la crise post-électorale, est-ce que vous pouviez vous vanter de dire que vous connaissiez la ville d'Abidjan? À ce moment-là, non. Merci. Avant de venir en Côte d'Ivoire, je crois que vous avez été au Guatemala. Oui, c'est exact. Comme on parle de français, je pense que nous devions ménager des pauses pour... Oui, effectivement. Vous étiez au Guatemala. C'est exact. Y avait-il un conflit armé à cette époque dans ce pays-là? Au moment où j'y étais, non.
avant de venir en Côte d'Ivoire, avez-vous déjà été dans une zone conflictuelle où il y a des conflits, où il y a des conflits? Avant la Côte d'Ivoire, non. Quand vous avez commencé à faire les enquêtes sur le terrain, même, même avant ça, même à recevoir à être opératrice d'abord au call center, avant de faire des analyses, y avait-il du personnel ivoirien? Dans le call center, vous parlez, ou en général? Oui, il y avait du personnel ivoirien. Ils sont toujours restés, ils sont toujours restés à l'ONUCI jusqu'à la fin de la crise? Non. Pourquoi? Ils sont toujours restés employés par l'ONUCI, mais il y a eu des moments où le transport, oui, le transport n'était plus possible, donc ils ne pouvaient plus se rendre sur leur lieu de travail, et il y avait eu aussi à des moments des restrictions. Ce sont les deux raisons, transport, restriction. Quand je parle de restrictions, ce n'est pas uniquement de restrictions sécuritaires, mais il a été décidé à un moment, par exemple au call center, que plus aucun personnel ivoirien n'y travaillerait pendant un certain temps. Après, j'ai pas les dates. Qui et pourquoi cette décision a été prise de ne plus que des Ivoiriens travaillent au call center? Alors, je ne sais pas qui a pris la décision. J'imagine que c'était soit le directeur, soit son adjoint, soit le superviseur du call center. Pourquoi? Alors là, c'est uniquement des choses qui m'ont été rapportées. C'est que souvent, il a été dit que les gens répondaient mal, en fait. Étaient un peu agressifs envers les personnes qui appelaient. Je vais vous lire votre déposition, son paragraphe 46, pour vous rafraîchir la mémoire. Je lis la déposition en son paragraphe 46. La raison pour laquelle ils ont décidé de ne plus avoir de personnel national, c'est parce qu'il y a eu des rumeurs de fuite dans la presse. Et aussi, certains collègues nationaux traitaient l'information par rapport à leur idéologie politique. Des gens pro-Gbagbo répondaient mal aux appelants pro-Ouattara et les gens pro-Ouattara répondaient mal aux appelants pro-Gbagbo. Vous vous rappelez de cette déclaration? Oui, c'est exact. Et effectivement, c'est ce qui... En tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté. À part les rumeurs, à part ce qui vous a été rapporté, il vous a été donné vous-même de constater un écart de langage ou bien un écart de comportement d'une de ces personnes? Oui, mais je le mettais pas sur le compte politique, je le mettrais plutôt sur le compte du stress et de... Quand vous répondez non-stop en fait à des appels de victimes, il y a un moment où, parce que chaque personne est humaine, on peut perdre patience et s'énerver. Donc moi personnellement, de ce que j'ai constaté, c'était plus dans ce sens-là, où des personnes, parce qu'à un moment c'était trop, perdaient patience en fait et avaient besoin d'une petite pause et puis de souffler un peu.
C'est pour parler à ce manque de personnel que des volontaires des Nations Unies ont été recrutés à partir de Banjul, c'est exact? Oui, effectivement. Ces personnes recrutées à Banjul, ils avaient à peu près le même profil que les Ivoiriens. Est-ce qu'ils pouvaient valablement les remplacer en ce qui concerne la connaissance du terrain, par exemple? Comme je l'ai dit, c'était des gens qui travaillaient déjà à l'ONUCI dans d'autres sections, qui étaient plus anciens. Après, est-ce qu'ils avaient une bonne connaissance du terrain? Je peux pas vous le dire. Vous connaissiez leur profil? Au moment de leur recrutement, très brièvement, mais pas dans le détail. Je vais vous lire votre déclaration dans le transcript du 20 septembre 2016. Ça veut dire que c'est ce que vous avez déclaré ici à l'audience. Je prends à partir de la ligne 2. Donc, en général, enfin, pour ce poste spécifique, je ne me rappelle pas exactement quels étaient les critères. Excusez-moi, confrère. Ligne 2, de quelle page? Page 7. Je reprends. Donc, en général... Président, il y a quelqu'un qui tape sur un clavier juste à côté de Maître Bougnon et c'est extrêmement gênant pour les interprètes. C'est gênant pour tout le monde d'ailleurs. Mais ça empêche les interprètes de travailler correctement, malheureusement. Donc, en général, enfin, pour ce poste spécifique, je ne me rappelle pas exactement quels étaient les critères. Mais en général, en droit de l'homme, on demande un master, on demande 2 à 5 ans d'expérience pour ce poste. Au sein du call center, je ne me rappelle pas exactement du profil de poste. C'est des critères qui sont préétablis. C'est un recrutement relativement classique. Donc, en gros, vous ne vous rappelez pas des critères. Effectivement, je ne me rappelle pas des critères qui ont été retenus. Cependant, lors de votre déposition, vous m'aviez l'air d'être plus renseigné. Paragraphe 49 de votre déposition. D'abord, parmi les venus récupérés de Banjul, il y avait certains critères qu'il fallait remplir. Intérêt dans les droits de l'homme, avoir une formation juridique, avoir une expérience dans les droits de l'homme, avoir une bonne connaissance du terrain. Ce sont les critères que vous citez au bureau du procureur. Et donc, contrairement à votre déposition, peut-être que c'est moi qui me trompe, j'ai une mauvaise lecture, mais contrairement à votre déposition, vous connaissiez parfaitement les critères qui ont prédéterminé au recrutement de ces personnes. Je ne pense pas que j'avais parlé de tous les critères. C'était ceux dont je me rappelais à ce moment-là. Et effectivement, si je l'ai dit, c'est que c'était le cas.
Là, maintenant, actuellement, je serais incapable de vous refaire cette même liste des critères. C'est pas bien grave. À cette époque, connaissance du terrain, ça impliquait quoi? Je ne me rappelle pas. J'imagine, mais c'est une supposition, mais enfin, en tout cas, c'est par rapport à ce que j'ai pu déclarer précédemment. Si j'ai dit connaissance du terrain, j'imagine que ça voulait dire que c'était des gens qui étaient plus sur le terrain que dans un travail de bureau. Mais c'est une interprétation de mes propres propos là que je fais. Ces gens récupéraient de bonjours qui étaient censés connaître le terrain suffisamment ou pas suffisamment, qui étaient censés connaître le terrain. Vous ont-ils souvent accompagné dans vos missions? Cela spécifiquement, je pense que jamais. Non, j'essaie de revérifier, mais non, je ne crois pas. En tout cas, dans les missions dans lesquelles j'ai participé. Vous affirmez à la fin du paragraphe qu'ils ont eu une mission poussée en 2 ou 3 jours. Qu'ils ont une formation poussée. Vous préférez que je vous lise? Oui, effectivement. J'attends en fait la question. Non. Ok, merci. En quoi est-ce qu'une formation peut être poussée? Sur quel sujet peut porter pour être poussée en 2 ou 3 jours? Là, je parlais de la formation pour être opérateur au call center. Au sein de la division des droits de l'homme, puisque c'est là que vous étiez, est-ce que vous aviez une méthodologie générale de travail? Dans quel domaine? Dans le domaine des enquêtes, des rapports? Il faudrait préciser un peu. Enquête et rapport. Oui, on a une méthodologie qui nous est en général donnée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Au paragraphe 103 de votre déposition, quand le bureau du procureur, quand les enquêteurs vous demandent, en fait, on n'a pas les questions, mais quand on voit la réponse, vous dites, je ne sais pas si j'arriverai à parler de la méthodologie générale, mais je vais essayer sur la base de ma propre expérience. Qu'est-ce que ça implique? Pourriez-vous relire le tout début? Parce que je ne sais pas si on parle de la méthodologie générale des enquêtes ou du call center, là encore. Paragraphe 103. Avant le paragraphe, il y a marqué méthodologie utilisée pour le suivi des cas. Je ne sais pas si j'arriverai à parler de la méthodologie générale, mais je vais essayer sur la base de ma propre expérience. Oui, alors là, on parle de méthodologie de suivi des cas, et je confirme ce que j'ai dit. Là, je ne pense pas qu'il y avait une méthodologie qui nous avait été donnée, mais moi, je n'ai pas pris part à cette formation complètement. Et donc, je ne pense pas qu'il y avait une méthodologie de suivi des cas qui nous a été donnée. En outre, j'aimerais ajouter que le suivi des cas ne se faisait que par des chargés de droits de l'homme et non pas par... enfin, la plupart du temps, en tout cas, pas par les opérateurs du call center. Et après, il n'y avait pas de méthodologie
qui nous a été donné, hormis ce canevas de rapport que nous avons déjà vu. Quand vous dites qu'il n'y avait pas de méthodologie générale et que les suivis des cas étaient confiés à des HRO, des Human Rights Officers, c'est exact? Oui, c'est exact. Et donc, chaque Human Rights Officer, pour le suivi des cas, appliquait sa propre méthodologie à lui. Je pense que lors de la formation, il y a des points qui ont été peut-être levés. Après, c'est la méthodologie générale du Haut-Commissariat. Donc, pour déterminer, par exemple, s'il y a une violation, on doit connaître le lieu de l'incident, la date de l'incident, le nombre de victimes, le type de violation alléguée, les auteurs présumés, etc. Après avoir pris des renseignements sur la personne, oui, enfin... Ce que vous êtes en train de me dire, vous ne le tenez pas vous avez affirmé que au niveau de la DDH, au niveau de la Direction des droits de l'homme, il n'y a pas de méthodologie spécifique, ou du moins vous n'avez pas suivi la formation. C'est entre les deux. Il n'y avait pas de méthodologie spécifique qui nous a été donnée dans le cadre du suivi des cas. Après, on a une méthodologie du Haut-Commissariat pour chaque Human Rights Officer, que chaque Human Rights Officer est censé connaître. Si je comprends bien, un suivi des cas, c'est une enquête plus un rapport. Un suivi des cas n'entraîne pas forcément une enquête. Un suivi de cas, c'est les petits rapports qu'on a vus. On va juste rappeler la personne, vérifier les informations qu'elle nous avait données. Parce qu'en fait, quand on prend un appel au call center, en général, c'est relativement bref. Et après, on va donc dans un bureau plus calme, donc sans avoir les voix de tous les autres opérateurs, essayer de déterminer un peu plus, d'avoir déjà de recueillir un peu plus d'informations et notamment d'essayer de déterminer la crédibilité de la source et d'avoir plus de détails et de voir si d'autres personnes peuvent corroborer ces sources. Vous dites dans vos dépositions que vos drafts étaient revus par les seniors députés. Et est-ce qu'ils étaient sur le terrain avec vous? À certaines occasions, ils menaient même, c'était même eux le team leader des enquêtes en fait. Est-ce qu'il leur arrivait de revoir vos drafts, même quand ils n'étaient pas sur le terrain avec vous? Ils ont toujours revu les rapports. Qu'est-ce que vous entendez par revoir pour quelqu'un qui n'est pas allé avec vous sur le terrain? Je ne peux pas vraiment vous le dire puisque c'est ce que j'ai déjà déclaré précédemment. Je ne faisais qu'un draft, qu'un projet de rapport
Et après, je n'étais pas toujours informée du rapport final. Donc après, des fois, j'avais un retour sur ce que moi-même j'avais écrit en disant il manque telle information ou il manque telle information, mais pas toujours. Ou telle formulation n'est pas claire. Ce genre de choses. Est-ce que vous enregistrez les conversations que vous aviez avec les personnes que vous interviewez? On prenait des notes, mais on n'a jamais fait d'enregistrement audio. En tout cas, à ma connaissance, personnellement, j'ai jamais fait d'enregistrement audio. Hier, vous avez dit qu'il ne signait pas les dépositions aussi. Non, il ne signait pas. La conversation n'est donc ni enregistrée, ni signée. Non, effectivement, il n'y avait pas d'enregistrement audio et je ne faisais pas signer mes notes. Et donc, aujourd'hui, si vous me dites, par exemple, que en 2010, Maître Bougnon a dit ça, la seule preuve, ou du moins la seule source, ce sont vos notes. Oui, et celle de mon collègue qui était à côté de moi aussi. Vos 2 notes. Oui. Comment je peux avoir la certitude de ce que ce sont vraiment mes propos? Nous ne sommes pas un organe judiciaire, nous n'avons pas besoin d'avoir un degré aussi fort que devant un organe judiciaire vous devez peut-être avoir. Nous devons recueillir des éléments. Donc, il n'est pas dans la pratique de toute façon de faire un enregistrement audio. C'est même dans la méthodologie relativement déconseillé. Vous n'êtes pas un organe judiciaire. Je le retiens. Moi, je parle d'éléments de preuve. Parce qu'aujourd'hui, 5 ans après les événements, vous avez établi des rapports sur des allégations. Et vous êtes en train de me dire que, par exemple, je dis une chose, le 3 mars, à Bobo, quelqu'un vous aurait dit qu'il a vu une autre personne tuer une personne. Vous n'avez pas enregistré ce que cette personne a dit. Vous n'avez pas de déposition. Sur quoi devrais-je me fier? Sur quoi? Moi, je me base pour accréditer ce que vous dites dans votre rapport. Monsieur Dimerjan, cette question a déjà été posée et le témoin y a répondu. Le président, oui, vous dites, monsieur Dimerjan, je pense que le témoin a déjà répondu, le président, mais ce n'est pas en plus une question, c'est une question rhétorique, c'est une observation au sujet de ce qu'a dit le témoin. Ça, c'est pour une phase ultérieure du procès, maître. Merci. Ce n'était pas rhétorique, c'était juste que je voulais qu'on soit au même niveau de compréhension. Mais c'est bon, je vais avancer. Le président, mais nous sommes tous sur la même longueur d'onde, maître. Ne vous préoccupez pas. Pour qu'on se comprenne bien. Vous avez affirmé ici hier, aussi bien dans votre déposition aussi, que vous preniez les interviews, les déclarations dans des conditions peu catholiques, si on pourrait
On pourrait le dire ainsi, c'est exact. Monsieur Diemergen, là je pense que le Conseil est en train d'apporter une qualification aux éléments de preuve ou à la déposition du témoin en disant que les conditions n'étaient pas très catholiques. Je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux de citer directement le témoin, soit en citant sa déclaration, soit sa déposition. Le Président, oui, vous pouvez reformuler, maître, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous n'avez pas respecté les règles en matière d'interview. C'est exact? J'ai dit qu'effectivement les conditions n'étaient pas optimales et que les témoignages ou les déclarations n'ont pas été prises avec la même rigueur que celle avec laquelle on a l'habitude, enfin avec notre méthodologie qui est généralement utilisée. Il me semble que c'est ce que j'ai dit. Vous ajoutez au paragraphe 124, souvent c'est nous qui tirions les conclusions. Là, je pense que vous coupez aussi tout un passage, puisque là, je trouve que vous déformez un petit peu mes propos, si je puis me permettre. Je dis que c'est nous qui tirions les conclusions dans les rapports, donc là, c'est pas nous qui tirions les conclusions par rapport à ce que la personne nous disait, et nous ne mettions pas dans la bouche de ces témoins ou victimes des mots qui n'étaient pas les leurs. Hein. Donc, suite à l'analyse des différents témoignages, des différents éléments que nous avions recueillis sur le terrain, nous dressions des rapports. Et ensuite, nous rédigions la conclusion de ces rapports et éventuellement une qualification des faits. Mais ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Je vais vous relire, c'est plus simple. Souvent, c'était nous qui tirions la conclusion. Par exemple, si les personnes nous disent dans un contexte particulier qu'ils ont vu des hommes en uniforme noir, c'est nous qui les qualifions de sécos. J'ai fini. Président, est-ce que vous pourriez peut-être d'où vient cette citation? Est-ce que nous pourrions avoir la référence, maître? Monsieur le Président, j'ai dit paragraphe 124. Déclaration. De la déclaration. Thank you. Your Honors. Merci, Monsieur Diemergen, Monsieur le Président. Excusez-moi d'intervenir à nouveau, mais je me sens contrainte de le faire. Donc, soit le Conseil présente la déclaration au témoin, soit il lit l'intégralité du paragraphe. Parce que lire une phrase sans lire la fin, cela induit en erreur. Le sens de la phrase, personne ne peut le deviner si on ne lit pas la deuxième partie de la phrase. Excusez-moi de vous le dire. Le Président, Maître Bougnon, nous allons lire tout le paragraphe. Je vais à votre convenance, je vais lire tout le paragraphe, mais j'aimerais faire remarquer, je vais faire une observation. Il m'a été ici donné à plusieurs occasions de faire le reproche à l'accusation de lire tout un paragraphe ou bien tout un ensemble de phrases. Il m'a été dit que c'était eux qui posaient les questions et qui choisissaient le paragraphe qui correspondait à la question et à ce qu'ils voulaient obtenir. Je suis aujourd'hui étonné qu'on vienne me demander de lire tout un paragraphe pour leur faire plaisir, mais je vais le faire. On corroborait paragraphe 124. Yes, this is... Diemergen, oui. Il ne s'agit pas de la phrase. Le Président... Non, mais là, nous ne parlons plus de ça. Bon, c'est terminé. Sinon, j'aurais réagi. Mais bon, poursuivons. Et intéressons-nous au procès. On corroborait les informations brutes du call center avec les témoignages et autres sources. Il fallait un minimum de témoignages concordants pour corroborer une information. Souvent, c'était nous qui tirions la conclusion. Par exemple,
Si les personnes nous disent, dans un contexte particulier, qu'ils ont vu des hommes en uniforme noir, c'est nous qui les qualifions de sécos sur la base de notre analyse de la situation. Des fois, on précisait que les informations n'étaient pas corroborées et que c'était des allégations et on utilisait le conditionnel présent. Était-ce votre rôle de tirer des conclusions à la place des témoins? Cela fait partie du travail d'analyse, effectivement. À votre connaissance, est-ce que des rapports ou des documents ont été rédigés sur la base des rapports quotidiens? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'il y avait des rapports quotidiens? Non, je répète ma question. À votre connaissance, est-ce que des rapports ou des documents ont été rédigés sur la base des rapports quotidiens? J'imagine qu'il y avait des documents qui ont été rédigés sur la base de rapports quotidiens. De rapports quotidiens du call center ou de Daily Situation Report? Les deux. Oui. Les rapports du call center, vous l'avez dit plusieurs fois, qu'il émane d'appels téléphoniques. Et donc, qui contiennent des informations non encore étayées ou vérifiées ou corroborées. C'est exact? Et donc, il y a des rapports qui sont établis sur la base de cette donnée non encore vérifiée ou établie. Vous m'avez parlé de rapports ou de documents. Par exemple, je rédigeais des points de situation quotidiens dans lesquels il était inscrit les allégations qui étaient rapportées au call center dans les dernières 24 heures. Est-ce que ceux-ci ont pu servir de base à la rédaction du rapport? Je ne pense pas. Ou alors avec le terme allégation. Il y a eu des rapports de l'ONU avec le terme allégation. Est-ce que vous voulez dire? Non, dans le sens, il a été rapporté 50 allégations de violation des droits de l'homme au call center au cours des dernières 24 heures. Vous dites qu'à partir de février, vous avez été au call center et vous avez rédigé ce qu'on appelle, ce sont les rapports quotidiens. Les rapports quotidiens du call center. Je vais demander qu'on vous présente, on vous l'a déjà présenté d'ailleurs, mais je vais le présenter une nouvelle fois, le document CIV OTP 0044 1654. Numéro 18 sur notre liste.
Je l'ai sous les yeux. C'est ce genre de rapport-là que vous avez rédigé souvent? Est-ce qu'on peut agrandir, Voilà. s'il vous plaît? Exactement, c'est ce que je... Oui, c'est ce type de rapport. Après, le format a des fois un peu changé et évolué, mais entre autres. Vous dites qu'on y marquait ce qu'on appelle des événements clés. C'est exact? C'était plus en lien avec la localisation. C'est pour ça que je dis que le rapport a évolué. Ça, c'est un format qu'après, il me semble, il me semble qu'à un moment, ça a changé, mais je ne saurais vous dire quand. Mais là, oui, c'est ce type de rapport, oui, avec des points. The translation doesn't come through. Sorry. Président, excusez-moi. L'interprétation anglaise n'a pas été consignée. Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit d'un problème? Nous n'avons pas entendu. De quoi s'agit-il? Thank you. Sorry for Président, merci. Excusez-moi de cette interruption. Problème technique. Vous dites au paragraphe 22, dans ce rapport, je mettais les événements clés qui méritaient une attention particulière. Non, non, excusez-moi. Ce n'est pas le paragraphe 22 de ce document. C'est dans le paragraphe 22 de votre déposition. Oui, j'avais bien compris. Et puis, comme je me rappelle de ce que j'ai dit, effectivement. C'est pour ça que ce rapport, pour moi... S'il vous plaît. Ah oui, pardon, j'oublie toujours les interprètes. Excusez-moi. Je n'ai pas encore posé la question. Pardon. Voilà. À cette époque, on va venir au rapport, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. À cette époque, c'est quoi un événement clé pour vous? Les événements clés étaient des allégations de violation des droits de l'homme, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'appels qui n'étaient pas directement en lien avec des violations des droits de l'homme, en fait. Et donc, par exemple, je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour aboutir à mettre, par exemple, ici, vous regarderez sur la dernière ligne de votre document, tir d'obus au marché d'Abobo. Est-ce qu'on peut descendre? Merci. Donc là, vous avez même les numéros de cas qui correspondaient à des allégations de tir d'obus au marché d'Abobo. Et donc, on met tir d'obus au marché d'Abobo selon les appels que le call center aurait enregistrés. Oui, j'imagine. Je vois pas je ne connais pas la suite du document, mais normalement, c'est ça que cela signifie. Donc, les informations qui parvenaient au call center faisaient état de tirs d'obus au marché d'Abobo. Donc, il y a un onglet tir d'obus au marché d'Abobo avec les références des différents cas, des différents numéros dans le tableau Excel qui, normalement, devrait suivre.
Je vous pose la question parce qu'on va faire une analyse ensemble de ces appels-là. Les appels commencent à la page 1662. Si on peut afficher la page 1662 du rapport, s'il vous plaît. Est-ce qu'il serait possible d'avoir cette première page, donc d'avoir ces numéros et la page 1662 côte à côte? On a une version papier. Président. Mais est-ce que nous avons une copie papier? Est-ce que c'est une copie papier sans annotation? Maître Monsieur Dimergent, il est très propre, sans annotation aucune. Président, est-ce que vous pouvez l'amener directement au témoin? Merci. Président, merci. Page 9, si vous voulez. Page 9. Voilà. Et donc, vous dites que le titre, si je peux l'appeler comme ça, l'intitulé est basé sur les appels. Il y a enregistré, il y a ici 19 appels entre 12h37, le premier appel. Le dernier appel est de 16h44. Mais, madame, contrairement à ce que vous affirmez, il y a seulement 2 appels qui ont indiqué, 2 appels sur 19 qui indiquent le marché d'Abobo comme ayant été la cible d'une attaque. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, ici, nous n'avons que le résumé en fait du cas dans cette colonne. Après, dans la base de données, j'ai un accès plus complet et plus rempli. Ensuite, ces intitulés, c'est pour un moyen de regrouper les cas. Donc, tir d'obus au marché d'Abobo regroupait effectivement, quand on nous dit des tirs d'obus près de la gendarmerie. La gendarmerie, selon mes souvenirs, est à côté du marché d'Abobo. Mais oui. Malheureusement, la copie dont on peut se servir ici, c'est celle que nous avons devant nous. C'est celle-là, malheureusement bien, ou heureusement. Vous me dites que ce sont les appels qui définissent la mention tir d'obus au marché. Il y a 14 coups de fil, d'après ce que j'ai recensé, 14 appels qui n'indiquent pas de lieu, qui disent où on déclare Abobo sans autre forme de précision. Il y a 2 coups de fil qui déclarent marché d'Abobo. Il y a d'autres endroits, quartier Marley, par exemple, quartier derrière Rail, d'autre part. Mais vous mentionnez dans votre rapport marché d'Abobo. S'il vous plaît, je note que contrairement à ce que vous dites, et donc ce n'est pas, c'est pour ça que je vous ai demandé quel est le fondement de ce titre. Vous m'avez dit les appels. Apparemment, ce ne sont pas les appels. Si, c'est pour regrouper. C'est un moyen, une dénomination plus large pour regrouper des appels sur un seul et même incident.
Et en regardant les appels, je vois aussi qu'il est question de mairie d'Abobo, de gendarmerie d'Abobo. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que la mairie d'Abobo se trouve pile en face du marché, sur le même rond-point, ainsi que la gendarmerie. La gendarmerie est pile en face de la mairie d'Abobo. Non, selon mes souvenirs, il y a la mairie, en face il y a le marché, et la gendarmerie est... Bon, si nous prenions le rond-point comme nord, sud, est, ouest, selon mes souvenirs, le marché est à l'ouest, la mairie est à l'est, il y a 2 ronds-points qui se suivent, et il y a la gendarmerie qui est au nord. Quand vous êtes au rond-point, parce que vous êtes allé au rond-point d'Abobo, vous êtes déjà allé. Oui, il y en a 2 même qui se suivent de rond-point. Quand vous êtes à ce rond-point où il y a eu l'incident, où il y aurait eu l'incident, est-ce que vous avez une vue sur le camp commando? Vous voyez le camp commando d'Abobo? Non, pas depuis le rond-point. Merci. Le quartier Adjamé, il est situé où par rapport à Abobo, à votre connaissance? Bien avant, enfin... Après, sur une carte, c'est compliqué. J'arrive pas à dire par rapport à une carte. Moi, j'essayais... Enfin... Mais bien avant, bien en dessous, je ne sais pas comment l'expliquer. Sur une carte, c'est plus compliqué, ou il faudrait me montrer une carte, et éventuellement, je pourrais vous le situer, mais là, j'ai du mal à vous expliquer comme ça dans l'absolu. Est-ce que si un témoin est à Adjamé, il peut objectivement et raisonnablement savoir qu'on tire des obus depuis le camp commando? Il peut, si un témoin est à Adjamé, je pense qu'il peut entendre le bruit, en tout cas, et il peut avoir des informations, puisque c'est un témoin. Ça peut être un témoin secondaire, une source secondaire, et donc pas un témoin oculaire. Je parle du témoin qui dit être à Adjamé, mais qui distingue un tir qui serait venu du camp commando d'Abobo. Est-ce possible? C'est juste ça que je vous demande. En tout cas, sur une information basique du call center, on la prendrait comme ça. Après, avec analyse, c'est vrai que ça me semblerait un peu étrange que quelqu'un à Adjamé puisse voir quelqu'un tirer depuis le camp de commando sur, par exemple, le marché d'Abobo. Merci, madame. Est-ce que vous pouvez me confirmer que lorsqu'une personne était mentionnée comme agresseur, celui-ci était automatiquement mentionné comme auteur présumé sans vérification à ce stade-là? Au niveau de l'information brute prise au call center, normalement, oui, il n'y a pas de vérification. C'est vraiment selon ce que la personne nous dit. Donc, selon son propre ressenti, en fait.
Vous vous êtes rendu au marché, excusez-moi, vous êtes rendu à Bobo pour l'enquête sur la marche des femmes une semaine après, c'est exact? Alors, comme je l'ai dit précédemment, pour les dates, je ne suis pas sûre à 100%, mais je me rappelle effectivement que c'était plusieurs jours après. C'était le 10 mars, comme c'est mentionné, je le dis sous la vérification, le 10 mars, comme c'est mentionné dans votre déposition. Vous avez dit ici qu'avant de partir, vous avez prévenu vos contacts. Oui, pour les besoins d'enregistrement, c'est oui que vous avez répondu? Oui, c'est exact. Vous dites qu'arrivé sur place, les choses étaient restées en état, en quelque sorte. Vous devez répondre. Oui, mais j'essaie de ménager un temps volontairement. Oui, effectivement. Je ne suis pas sûre que j'avais dit en l'état exactement, mais il restait pas mal d'éléments, effectivement, sur place. Paragraphe 130 de votre déposition, je vous relis. Arrivé sur place, je ne sais pas à quel carrefour, les choses étaient restées en état, en quelque sorte. C'est ce que vous déclarez. Oui, en quelque sorte. Vous décrivez par la suite avoir vu des tongs, ce que chez nous on appelle des sandales. Vous avez vu des tongs rassemblés sur le bas-côté de la route. Une semaine après, ça ne vous a pas paru assez inhabituel? J'ai pensé que personne n'avait osé enlever, avait juste poussé ça sur le côté et n'osait pas enlever ces sandales, comme vous dites. Ces tongs étaient sandales ou tongs étaient regroupés? Elles étaient toutes d'un côté, essentiellement, selon mes souvenirs. Vous avez vu certaines vidéos, des vidéos sur cet événement? Après coup, oui. Quand vous dites après coup? Je pense que c'était après m'être rendu sur place. Dans les vidéos que vous avez vues, comme celle que mon confrère vous a présentée hier, il y avait une débandade. Oui. Et donc aujourd'hui, après coup, après que vous avez vu cette vidéo et que vous avez vu des sandales rassemblées, mises en tas sur le bas-côté de la route, pendant que des femmes, sur la vidéo que vous avez vue, et que vous avez vue avant, que vous avez vue hier, cela ne ressemble-t-il pas à une scène de crime maquillée entre la vidéo que vous avez vue et ce que vous voyez une semaine après, des sandales, parce que les femmes, elles courent de toutes parts. Donc les sandales ne peuvent pas être ensemble. Mais je viens de dire que les sandales avaient été poussées sur le côté.
Vous avez vu des gens les pousser? But this is not a fact. If it's Président, ce n'est pas un fait, que ce soit normal ou pas normal. Non, le fait, c'est est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous ne l'avez pas vu? Est-ce que c'est normal ou pas normal? Là, c'est une opinion. Vous dites qu'ils avaient été poussés. Qui vous a dit qu'ils avaient été poussés ou bien rangés? Non, c'est une constatation que je fais moi. C'est parce que toutes ces sandales étaient sur un côté, donc j'en conclus qu'elles ont dû être poussées sur le côté. Merci. Comment vous reconnaissez une blessure par balle? Comment vous reconnaissez une blessure par balle? Il faudrait que je voie la plaie. Je le demande parce que vous m'avez dit, dès le début de mon interrogatoire, que vous n'avez jamais été dans une zone de conflit. Vous dites dans votre déposition que vous ne vous connaissez pas en armes, etc. Et donc, c'est pour ça que je demande comment est-ce que vous reconnaissez une blessure par balle? Il faudrait que je voie la plaie. Merci. Et donc, si quelqu'un est blessé par balle, vous pouvez savoir exactement que cette personne est blessée par balle. Pas dans tous les cas, et ça dépend également de son témoignage. Il y a des cas où on voit relativement facilement qu'il s'agit d'une blessure par balle. Il y a des cas où la victime ou le témoin nous dit également qu'elle a été blessée par balle, où on peut corroborer cette information avec d'autres déclarations. Et dans d'autres cas, nous demandons au médecin qui a soigné la personne de quel type de blessure il s'agissait. Restons dans le cas où, je parle des trois cas dont que vous venez d'évoquer, restons dans le cas où vous reconnaissez directement, selon la blessure, qu'elle est blessée par balle. Comment, à ce moment-là, comment vous pouvez décrire, comment vous pouvez décrire cette blessure-là? Chaque cas est différent, donc ça dépend vraiment. Il peut y avoir un point d'entrée, un point de sortie. Il y a plein de... Enfin, il est difficile de faire une généralité là sur quelque chose. Vous dites au paragraphe 143 de votre déposition, ces personnes en armes qu'on a rencontrées sur le chemin vers Abobo étaient les membres du commando invisible. Ils étaient là pour sécuriser la communauté d'Abobo. Ils les sécurisaient contre qui? C'était selon leurs propres propos, si je ne me trompe pas. Et c'est l'argument qu'ils avançaient. Ils disaient, on est là pour sécuriser la population d'Abobo. Contre qui, là comme ça, je ne me souviens pas, j'imagine ce qu'ils ont dû dire, mais là comme ça, je ne me rappelle pas ce qu'ils ont dit exactement. Je vais vous relire votre déposition. Ces personnes en armes qu'on a rencontrées sur le chemin vers Abobo étaient des membres du commando invisible. Ils étaient là pour sécuriser la communauté d'Abobo. Paragraphe 143 de votre déposition. À ce qu'il est écrit ici, vous ne rapportez pas des propos. Parce que je sais que plus tard, je sais que plus tard, je vais en venir, plus tard vous rapportez et vous rapportez des propos du commando invisible. Vous le dites clairement ici, du moins à ce que je lis, vous ne rapportez pas de propos. Alors, je vous prie de bien vouloir noter que lorsque j'ai déclaré ceci, je voulais signifier qu'il s'agissait des propres déclarations du commando invisible qui me signifiaient, ainsi qu'au reste de l'équipe, qu'ils étaient là pour sécuriser la communauté, ou les communautés plutôt, d'Abobo.
au lieu où vous avez entendu, au carrefour, vous avez entendu les différentes personnes, les différents témoins. Y avait-il les membres du commando invisible? De mémoire, ils n'étaient pas présents sur place. Par contre, il me semble que j'en ai vu passer en véhicule. Je ne peux pas vous le dire avec certitude que c'était lors de cet incident, mais il me semble qu'il y avait des véhicules qui passaient. Donc là, on est retourné à la marche des femmes. Hein. Nous sommes bien d'accord. Hein. Nous y sommes toujours. Oui, 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 oui. Je vais vous relire le paragraphe 144. Ces personnes en armes qu'on a rencontrées sur le chemin Which paragraph, please? De quel paragraphe, s'il vous plaît? Je commence par le début du paragraphe. On les a vus tout au long de la route d'Abobo, mais je ne peux pas vous dire à quel moment on les a croisés. Il y en avait pas mal sur le carrefour où nous nous sommes garés. Je ne peux pas vous dire combien. Ils étaient par petits groupes, 5 à 10 personnes par groupe placés par endroit. Donc vous dites qu'ils étaient au carrefour où vous êtes garés. Alors, ils étaient au carrefour où nous étions garés. J'avais compris que vous vouliez dire, est-ce qu'ils faisaient partie des gens autour de nous quand nous parlions avec les victimes? Là, il ne me semble pas. Et comme je vous disais, il me semble que j'en ai vu, effectivement. J'en ai vu passer en voiture aussi. Je me rappelle qu'il y avait des voitures. Mais après, là, ça commence à être un peu lointain pour que je puisse affirmer où ils étaient exactement. Ils étaient au carrefour où vous avez garé, par groupe de 5 ou de 10. Mais vous ne savez plus, vous ne vous rappelez plus s'ils étaient avec les gens que vous avez interrogés. Non, c'est ce que je disais. Ils n'étaient pas à côté des gens quand on les a interrogés, mais je n'arriverai pas à les placer réellement, à dire là, à tel endroit, il y avait un groupe de 5, là, à tel endroit, il y avait un groupe de 10. Je n'ai pas ce souvenir exact. Après, peut-être que par moment, ils sont venus aussi plus près, mais je ne me rappelle pas exactement. C'est ce que j'essaye de vous dire. Ils étaient en cagoule. Je ne me rappelle pas, mais comme souvent des membres du commando invisible étaient cagoulés, on peut imaginer qu'il y en avait qui étaient effectivement cagoulés également. Et donc, ce que vous me dites, c'est que vous avez interrogé des témoins, des victimes à ce carrefour ou pas loin, avec la présence de membres de commando invisibles en armes. C'est exact? Qui étaient un peu plus éloignés. Vous les avez interrogés? Qui? Vous m'avez demandé, donc laissez-moi répondre. Les membres du commando invisible. Personnellement, je ne pense pas. Je me rappelle qu'on a échangé avec eux, mais je ne me rappelle pas si c'était à cette occasion spécifique. Et ce jour-là, en tout cas, ce jour, donc vous avez dit que c'était le 10 mars. Personnellement, je n'ai pas interrogé de personnes du commando invisible. Pas sous la forme de interroger. J'ai peut-être échangé à un moment, mais pas en vraiment posant des questions. Vous avez dû échanger avec eux? Je me rappelle pas, donc c'est pour ça que je dis c'est possible que j'ai échangé avec eux, mais je n'ai pas souvenir de l'avoir fait. Vous avez pris leur contact? Vous avez échangé des contacts?
Euh, J'ai échangé des contacts avec des membres du commando invisible, mais je ne sais pas, je ne pense pas que c'était à cette occasion. C'est possible, enfin, je ne me rappelle plus à quelle occasion exactement c'était. Je lis la dernière phrase de votre déposition, paragraphe 145. C'est en fait à partir de là qu'on a commencé à nouer des contacts avec le commando invisible. On parle du 10 mars où vous êtes arrivé au Carrefour en mission, au Carrefour d'Abobo en mission. Oui, c'est ce que je disais, je crois qu'on a échangé. Après, je ne me souviens pas si c'est ce jour-là que j'ai échangé des contacts vraiment téléphoniques, etc. avec eux. Mais oui, je sais qu'on s'est parlé, mais je ne les ai pas interrogés. Comment vous reconnaissez une odeur de poudre? Il est difficile de décrire une odeur. Il y a une odeur de brûlé, il y a une odeur... Il est difficile, c'est difficile de décrire comme ça une odeur... En fait, je pose la question en dessin parce que vous m'avez dit en début d'interrogatoire que vous n'aviez jamais été dans une zone de combat. Vous n'avez jamais senti auparavant ce genre d'odeur. Et donc, comment est-ce que ce jour-là, vous êtes capable de dire exactement que ceci ou cela est une odeur de poudre? Nous étions accompagnés de policiers de la police des Nations Unies et je me rappelle avoir demandé d'où venait cette odeur et que l'on m'a signifié qu'il s'agissait d'une odeur de poudre. Je lis votre déposition en son paragraphe 212. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, il n'y avait pas de cadavre. Which? De quel paragraphe parlez-vous? 2012? Présent, c'est mieux, merci. Nous sommes arrivés sur les lieux, il n'y avait pas de cadavre. Les corps avaient été déjà transférés à l'hôpital Abobo Sud. Cependant, au marché, il y avait une très forte odeur de poudre. Cependant, au marché, il y avait une très forte odeur de poudre. Et donc, à ce que je lis, je sais que je finis. Je sais que pour d'autres questions, vous avez dit dans votre déposition que vous avez demandé des renseignements sur les armes à vos collègues John Paul. Mais ici, vous dites que quand vous êtes arrivé au marché, vous avez senti une très forte odeur de poudre. Ce qui prouve que l'incident était encore très récent. Oui, effectivement, et je pense que je n'ai pas spécifié cela parce qu'on ne m'a pas posé la question. Vous n'avez pas spécifié quoi?
que je n'avais pas spécifié que j'avais demandé à mes collègues d'où venait cette odeur et quel était ce type d'odeur. Je ne pense pas que je l'ai spécifié au moment de ma déclaration, puisqu'on ne m'a pas demandé spécifiquement d'argumenter ou de développer là-dessus, ou de savoir comment je pouvais déterminer qu'il s'agissait d'une odeur de poudre. Désolé, j'avais oublié juste un détail, donc je suis obligé de revenir sur le 3 mars, la marche des femmes d'Abobo le 3 mars 2011, mais vous êtes venu à Abobo le 10 mars 2011. Quand vous êtes arrivé à Abobo, à cette date-là, avez-vous vu des cadavres? Je crois que c'est à cette date-là qu'on a vu un cadavre sur la route qui menait à Bobo, devant l'entreprise Filtissac. Mais je ne suis pas sûre de la date, je ne suis pas sûre. En tout cas, je me rappelle que c'était une fois où on allait en mission à Bobo, donc je ne peux pas dire avec certitude que c'était le 10 mars, mais en tout cas, c'était lors d'une des missions qui nous menait à Bobo. Donc ça veut dire que vous n'avez pas vu de vos yeux les 6 ou 7 personnes, je ne sais plus combien de personnes, femmes ou bien personnes qui sont décédées. Vous ne les avez jamais vues? En personne, non. Pour vous, c'est quoi faire un constat? Tout dépend du type de constat. Donc, vous voulez dire quel type de constat, s'il vous plaît? Un constat, je veux dire, quand vous dites que je constate ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vu? C'est ça que je demande. Quand vous dites que je constate que, c'est ce que vous avez vu? Pas forcément. Une constatation n'est pas forcément uniquement sur des éléments qui ont été vus. Allez-y. Ça peut être quoi? Sur des hypothèses? Écoutez, laissez-moi réfléchir pour voir quel type de constatation. Et autrement, lisez-moi le paragraphe où je constate quelque chose et je vous dirai ce que j'ai constaté. Pardon, je vais vous lire le rapport CIV OTP 0044 1619. Numéro 15 sur notre liste de matériel, s'il vous plaît. À la dernière page, 16-21.
Violation constatée. Juste une phrase. Cependant, la mission a constaté qu'effectivement, les éléments des FDS avaient fait un usage excessif de la force en ouvrant le feu. Ce rapport, c'est vous qui l'avez écrit, vous l'avez dit hier. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit hier. Cependant, la mission a constaté. Oui. Comment vous faites ce constat? Alors déjà, c'est la mission, c'est pas moi-même. Oui, mais c'est important. On était plusieurs et c'est pas une seule personne qui fait ce constat. C'est par rapport aux différents rapports que nous avons écrits chacun. Et à la fin, il y a ce rapport final. Et là, il me semble qu'effectivement, c'est moi qui ai rédigé ce rapport qui doit être le rapport final. Et il est bien écrit, la mission a constaté et non pas que personnellement, moi, j'ai constaté. Donc, ce constat a été fait de plusieurs manières. D'abord, on a essayé de déterminer le type savoir s'il y avait eu un usage de la force. Ensuite, notamment selon les différents témoignages, par qui cet usage de la force avait-il été fait? Et donc, c'est ce qui nous avait été notamment rapporté. Et donc, voilà. Donc, la mission a constaté. Monsieur le Président, il est 13 heures. Il est 13 heures, donc je suggère qu'on fasse la pause. It's absolutely time for the break. Can I ask? Président, de toute façon, c'est l'heure de la pause. J'aimerais savoir de combien de temps vous avez encore besoin d'après vous, après la pause. Pas beaucoup de temps, Monsieur le Président. Pas beaucoup de temps. Within the next. Je vous prends au mot. Donc, vous en aurez terminé au cours de la 3e session d'1h30. Enfin, j'espère. TP, what's your question? So far, Your Honors, I have for about 10 minutes now. Monsieur le Médian, j'en ai pour à peu près 10 minutes de questions supplémentaires. Le Président, très bien, bonne nouvelle. 2 bonnes nouvelles. Tout d'abord, on va déjeuner. Et ensuite, vous serez très certainement libre de vos mouvements à nouveau à partir de l'après-midi, de la fin de l'après-midi. Voilà, merci.